All right. Now, in your email, so I wasn't paying Très bien. attention to any of the email during the holidays, so that's why I didn't Yeah. see the Alors, one dans that ton email, this version je ne faisais pas attention aux messages pendant les dropped vacances, c'est pour ça que je n'ai pas vu Taiwan. celui-là. C'est très intéressant que tu mentionnes Lavrov parlant de la situation à Taïwan. Il a évoqué ce traité de bon voisinage et de coopération amicale avec la Chine. Et l'un des principes qu'il a cités dans ce document est le soutien mutuel pour défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale. J'interprète cela comme un soutien pas forcément militaire, n'est-ce pas? Mais disons que si la Chine entrait en conflit à cause de Taïwan, la Russie soutiendrait la Chine avec toutes ses ressources naturelles, je suppose. That is exactly right. China. C'est tout à fait exact. La Chine n'a pas besoin de l'aide militaire de la Russie. Je suis tenté de le dire franchement. Je ne pense pas que quiconque croit que la Chine ait besoin de la Russie pour venir à son secours à Taïwan ou ailleurs. Je veux dire, la Chine possède une marine bien plus grande et bien plus puissante que celle de la Russie. Les Russes ont une marine très compétente, mais elle est principalement composée de sous-marins nucléaires et destinée à opérer dans l'Atlantique Nord. Elle n'est pas vraiment conçue pour ce type d'intervention. Donc je veux dire, ce n'est pas un accord militaire. It's not a military agreement. But what China does want and Ce que la Chine veut, et ce qui l'inquiète, et je n'en doute pas, c'est que les Américains parlent ouvertement de blocus contre la Chine. On entend beaucoup dire que la prise de contrôle du Venezuela qu'ils tentent d'opérer est en fin de compte également liée à la Chine. Bien sûr que oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce dont la Chine a besoin, dans la mesure où elle dépend de certaines ressources naturelles, pétrole, gaz, céréales, denrées alimentaires et autres biens de ce type, c'est d'avoir la garantie que les Russes les lui fourniront. Et c'est précisément ce que prévoit le traité. Oui, c'est une situation du type pire scénario possible. Oui, oui. Parlons de cette situation au Venezuela. Il y a un nouveau terme, n'est-ce pas? La doctrine morale de Donald Trump. Concernant la situation au Venezuela, peux-tu m'expliquer ce qui vient exactement de se passer? Eh bien, je pense que ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas vraiment très difficile à comprendre. Un accord a été conclu entre les États-Unis, l'administration Trump, et certaines personnes au sein du gouvernement vénézuélien. Je pense que cela est désormais universellement admis. Même les grands médias en parlent. Ce que nous ne savons pas encore, c'est combien de ces personnes au Venezuela sont concernées et combien de responsables ont été impliqués. On m'a parlé en privé d'un individu en particulier qui, je dois le préciser, n'est pas la vice-présidente, celle qui est maintenant présidente. Il y a certaines suggestions selon lesquelles elle aurait également joué le jeu et qu'elle aurait eu des réunions avec les Américains, soit au Qatar, soit aux Émirats arabes unis. Mais quoi qu'il en soit, le fait est qu'un certain type d'accord a été négocié. Cela a été négocié pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois. Les États-Unis, je le soupçonne, avaient depuis un certain temps ce groupe de commandos, cette nouvelle unité de la Delta Force, au Venezuela. Lorsque le moment est venu, ils ont été informés de l'endroit où se trouvait Maduro, ils l'ont capturé, et un accord a été conclu selon lequel l'armée vénézuélienne, la grande armée vénézuélienne, y compris la défense aérienne, ne serait pas activée. Ainsi, dès que Maduro lui-même a été capturé, les Américains pouvaient l'extraire du Venezuela sans interférence. Maintenant, la grande question est, et c'est toujours la question avec ce genre d'accord, qui manipulait réellement qui? De toute évidence, les Américains traitaient avec ces personnes au Venezuela. Ils les soudoyaient sans doute dans une certaine mesure. Ils leur disaient, « Vous savez, faites ceci, jouez le jeu avec nous, et tout ira bien. » Mais bien sûr, on peut voir qu'il pourrait aussi y avoir un calcul vénézuélien ici, à savoir, faire venir Maduro aux États-Unis, s'en débarrasser. Les Américains sont obsédés par lui. Le livrer aux Américains,
Et au bout d'un moment, les Américains se lasseront de toute cette affaire et nous laisseront tranquilles. Il pourrait donc y avoir un peu de cela en jeu. Mais en fin de compte, c'était une initiative interne, un coup d'État mené par certains éléments au sein de la structure du pouvoir vénézuélien contre le président constitutionnel, dans lequel le travail concret de sa capture et de la gestion de ses gardes du corps cubains a été pris en charge par les États-Unis. Alors Maduro n'en fait pas partie? Il a été trahi par son propre peuple, c'est bien ça? Évidemment, sans aucun doute. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, je ne crois pas qu'il en fasse partie. Eh bien, cela explique probablement pourquoi il a utilisé les gardes du corps cubains. Non. Donc, il devait avoir quelques soupçons à propos de ses propres gardes du corps et de ses propres forces de protection, je suppose. C'est tout à fait exact. Je veux dire, il n'était clairement pas en sécurité au Venezuela. Il le savait, évidemment. Il pensait sans doute qu'avoir des gardes du corps cubains le protégerait, dans une certaine mesure, d'un coup d'État interne. Mais bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que les comploteurs ont travaillé avec les Américains pour le mener à bien à la place. C'est donc probablement ce qui s'est produit. D'accord, mais toute cette affaire, du point de vue américain, je pense simplement que ce que Trump a fait est inconstitutionnel. C'est illégal. Il n'a informé personne. Il n'a même pas informé le Congrès. Il ne leur a même pas donné un avertissement. Ce n'est pas seulement qu'il n'a pas demandé la permission au Congrès, il n'a informé personne. À la place, il a parlé à quelques dirigeants du secteur pétrolier et il l'a dit ouvertement. Il a déclaré « J'ai parlé aux dirigeants pétroliers avant et après le coup d'État ou l'incident. » Je pense que c'est l'un des moments les plus stupéfiants et à certains égards les plus significatifs de l'histoire moderne. Parce que le président des États-Unis a agi ouvertement et de manière flagrante dans une illégalité totale. Il n'a pas informé le Congrès de ce qu'il faisait. Il n'a, semble-t-il, pas non plus informé beaucoup de personnes au sein de sa propre administration. Il s'agissait d'une opération totalement hors de tout contrôle, menée au grand jour par le président et ses collaborateurs. Il n'y a eu aucune tentative de se conformer, sous quelque forme que ce soit, au droit international. Le président des États-Unis semble se glorifier de ce fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par le passé, lorsque les Américains ont fait des choses similaires, et ils l'ont fait, ils ont toujours essayé de les justifier en inventant de beaux discours sur la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, tout cela. Cette fois, Trump ne prend même pas la peine de le faire. Il dit, vous savez, que tout cela concerne le pétrole du Venezuela. Le pétrole du Venezuela, c'est notre pétrole. Il affirme maintenant qu'il va le vendre lui-même et décider de ce qu'il adviendra des recettes. C'est, je veux dire, tout à fait extraordinaire ce qu'il fait. C'est de l'impérialisme pur, sans mélange, un impérialisme du 19e siècle, du genre de celui que les Britanniques et les Français pratiquaient au 18e et 19e siècle. Sauf que maintenant, c'est fait sans la moindre gêne. Même à cette époque, les Britanniques essayaient de prétendre qu'ils promouvaient le christianisme et le libre-échange, et tout cela, alors même qu'ils imposaient le commerce de l'opium, non seulement au peuple chinois, mais aussi à d'autres. Mais cette fois, comme je l'ai dit, c'est ouvertement, effrontément, témérairement exécuté de cette manière stupéfiante. Nous y reviendrons. Je veux parler de l'article d'Arnold plus tard. D'accord. Ce qui est déroutant, c'est quelle est la suite? J'ai toujours l'impression que, quoi qu'il fasse, je me pose cette question. Quelle est la suite? Si je vous lis simplement les articles des grands médias, leurs titres, vous verrez la confusion. L'AP dit « Rubio affirme que les États-Unis ne gouverneront pas le Venezuela, mais exerceront des pressions par un blocus pétrolier. »
Le New York Times dit « Trump déclare que les États-Unis contrôlent le Venezuela, tandis que Rubio insiste sur la coercition. » Et le LA Times dit « Pour diriger le Venezuela, Trump pousse le régime en place à se soumettre. » Alors, vont-ils envoyer Rubio pour devenir une sorte de gouverneur ou vont-ils continuer à travailler avec celui qui est déjà en place? C'est très confus pour moi. Eh bien, je pense que si c'est confus, c'est parce que les Américains eux-mêmes ne savent pas. Je veux dire, ils ont mené cette opération, ils ont arrêté Maduro, ils l'ont traduit devant un tribunal à New York pour des accusations absurdes d'ailleurs. J'ai lu l'acte d'accusation et cela n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et l'accusation principale qu'ils ont portée contre lui ces derniers mois, que tout cela concernait la drogue et tout le reste, s'est révélé fausse. Vous savez, ils admettent maintenant ouvertement que ce gigantesque cartel criminel qu'il était censé diriger n'existe même pas. C'est assez extraordinaire. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un plan. Les membres du Congrès qui les ont rencontrés sont ressortis en disant qu'ils n'avaient rien vu qui ressemble à un plan. Je pense que différentes personnes disent des choses différentes parce qu'il n'existe pas de politique commune sur ce qu'il faut faire, ni sur la manière d'avancer. Il y a eu un coup d'État interne au Venezuela, encore inachevé, car les Vénézuéliens impliqués dans ce complot se sont appuyés sur les Américains au lieu de déployer leurs propres forces sur le terrain. Leur position au Venezuela est donc extrêmement précaire et il n'est pas certain de quel côté se trouve réellement le nouveau dirigeant intérimaire, Rodriguez. Et bien sûr, il y a d'importantes forces, milices et unités militaires, et il ne semble pas qu'elles soient entièrement acquises à leur cause non plus. D'accord. Nous avons donc toutes ces déclarations diverses et contradictoires venant des États-Unis. Le sénateur Rubio lui-même ne semble pas du tout enthousiaste à l'idée d'aller au Venezuela et d'y agir comme un vice-roi. Je veux dire, même s'il a été le principal défenseur de tout cela, comme c'est toujours le cas avec les Américains, ils partent du principe que s'ils diabolisent la personne au pouvoir et la renversent, tout le reste s'arrangera. Peut-être que ce sera le cas. Mais pour le moment, cela ne semble pas du tout aller dans ce sens, et je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient une idée claire de ce qu'ils comptent faire à l'avenir. J'ai l'impression que, à moins qu'il ne laisse simplement le gouvernement actuel continuer à faire à peu près ce qu'il fait déjà, tout le reste sera très chaotique. C'est juste le sentiment que j'ai eu. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que les Américains semblent apparemment être d'accord avec vous. Je dis cela parce qu'il y a eu ces derniers jours des informations selon lesquelles Rubio et le secrétaire d'État auraient rencontré Machado, la principale dirigeante de l'opposition vénézuélienne, et qu'ils auraient été complètement peu impressionnés par elle, que les Américains, dans l'ensemble, n'auraient pas été convaincus par l'opposition vénézuélienne. Ils ont rapidement conclu que ces personnes n'étaient pas en mesure de maintenir le contrôle du pays. C'est pourquoi ils ont essayé de conclure un accord avec certains éléments du gouvernement en place. Mais bien sûr, cela laisse le gouvernement actuel en place. Sauf que le gouvernement lui-même est désormais instable, car il y aura en son sein des personnes probablement encore loyales à Chavez et à Maduro, ainsi qu'à l'héritage et aux politiques qu'ils ont défendus. Et puis, bien sûr, il y en a d'autres qui ont accepté des pots de vin et ont été corrompus par les États-Unis. Il y aura une méfiance et une incertitude massive, et les gens se demanderont qui était derrière tout cela et qui est impliqué. Il est tout à fait possible que le pays entier commence à s'effondrer à cause de la méfiance, de l'incertitude et des doutes qui doivent y régner. And uncertainty and doubts that must exist within it. Now, this is a country which is full of weapons.
C'est un pays rempli d'armes. Je veux dire, dans chaque village, apparemment, les gens sont lourdement armés. C'est un pays immense. Il faut vraiment aller au Venezuela pour comprendre à quel point il est vaste. Caracas elle-même est une ville énorme, grouillante de monde, très difficile à contrôler. Et si l'on parle du reste du pays, il est composé de jungle et de montagnes, les Andes. C'est un territoire naturel pour que divers groupes et factions s'approprient leur propre zone. Et ils pourraient très facilement se fragmenter si la situation n'est pas gérée intelligemment. Alors, quel type de renseignements voyez-vous venir de Washington? C'est intéressant. Trump lui-même a écarté Machado, non? Il a même dit qu'elle n'avait pas de soutien populaire. Je trouve ça fascinant. Donc s'ils ne veulent pas que le gouvernement actuel continue, je ne suis pas sûre qu'ils sachent vraiment quel leader de l'opposition ils soutiendraient, non? Je veux dire, tu as mis le doigt sur tout le problème. Ils ont écarté Maduro en supposant que le gouvernement actuel collaborerait avec eux et en supposant que ce gouvernement resterait au pouvoir et stable. Rien de tout cela n'est garanti. Il est très facile d'imaginer comment tout cela pourrait tourner complètement mal. Oui. L'une des questions, bien sûr, c'est le pétrole. J'ai fait quelques recherches. Il me semble que le pétrole vénézuélien n'est pas si facile à raffiner. C'est un pétrole plutôt lourd. Je veux dire, tous les pétroles ne se valent pas. Le pétrole saoudien est considéré comme de première qualité et celui du Texas, aux États-Unis, a aussi ce niveau de qualité. Mais le pétrole vénézuélien n'est pas de haute qualité. Il est très coûteux à extraire et à traiter, n'est-ce pas? Absolument. C'est extrêmement coûteux à exploiter et extrêmement coûteux à traiter. L'industrie pétrolière vénézuélienne est soumise à des sanctions depuis de nombreuses années et s'est gravement détériorée. Une grande partie des canalisations et des infrastructures au Venezuela est en très mauvais état. J'ai vu des estimations indiquant qu'il faudrait au moins 100 milliards de dollars d'investissement et environ une décennie pour ramener la production à son niveau du début des années 2000. Et même dans ce cas, cela resterait bien plus cher que la plupart du pétrole que nous voyons aujourd'hui. J'ai lu quelque part que l'extraction du pétrole au Venezuela coûte 10 fois plus cher qu'en Arabie Saoudite. Et cela pourrait d'ailleurs être une sous-estimation. Et bien sûr, tout cela se produit à un moment où les prix du pétrole sont bas. Il est donc très difficile de comprendre pourquoi les compagnies pétrolières américaines voudraient aller au Venezuela avec toutes ces incertitudes politiques et entreprendre une opération d'une telle ampleur. Là encore, on a le sentiment que l'équipe de Trump n'a pas anticipé cela. Apparemment, les dernières informations indiquent qu'ils essayent de soudoyer les compagnies pétrolières pour qu'elles s'y rendent, en leur offrant des subventions financées par les contribuables américains, ce qui montre une fois de plus à quel point toute cette affaire est totalement improvisée. Maduro a déjà dit « Vous pouvez venir dans mon pays pour commencer. Je peux vous donner accès à mes réserves de pétrole. » Pourquoi n'est-il pas beaucoup plus simple de conclure un accord avec Maduro? Cela rendrait la démarche bien plus légitime. Il a été élu président, et bon, nous parlerons de la Chine plus tard, mais si vous avez besoin d'investissement, vous pourriez peut-être faire venir la Chine aussi, pour aider avec les infrastructures, etc. N'est-ce pas une manière beaucoup plus sensée et plus simple de procéder? Eh bien, bien sûr que oui. Ce n'est pas seulement sensé, c'est rationnel. C'est la chose évidente et rationnelle à faire. Je veux dire, gardons à l'esprit la raison pour laquelle la production de pétrole au Venezuela s'est effondrée et pourquoi les champs pétrolifères sont dans cet état critique.
Ce n'est pas parce que les Vénézuéliens ont coupé leur approvisionnement en pétrole ou refusé de vendre du pétrole aux États-Unis. C'est parce que les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela. Ce sont les Américains qui ont mené ce processus, pas les Vénézuéliens. Les Vénézuéliens ont toujours été disposés à ce que les Américains soient présents au Venezuela pour développer les champs pétrolifères, les exploiter dans une certaine mesure et aider à pomper le pétrole vers les États-Unis. Tout le principe de la révolution originelle de Chavez, si l'on veut, n'a jamais été évolution violente. Je veux dire, il est arrivé au pouvoir par des élections. Mais le plan de Chavez était que le Venezuela continue d'exporter du pétrole de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Sauf que, au lieu que les bénéfices de ces exportations aillent à un petit nombre d'oligarques et d'hommes d'affaires puissants au Venezuela et soient détournés vers les compagnies pétrolières, une part plus importante reviendrait au gouvernement vénézuélien, qui réinvestirait cet argent dans des programmes d'éducation et de santé au profit du peuple vénézuélien. C'est ce que Chavez essayait de faire. Il n'a jamais cherché à exclure complètement les Américains de l'industrie pétrolière et il n'a jamais voulu arrêter les exportations de pétrole vers les États-Unis. Cela n'a jamais fait partie de son plan. Faire l'une ou l'autre de ces choses aurait sapé son projet. Cela l'aurait contredit. Donc, évidemment, pour revenir à ce que vous disiez, rien n'empêchait absolument les États-Unis de conclure un accord avec Maduro, le président du Venezuela reconnu internationalement, de passer tous ces accords, de revenir dans l'industrie pétrolière, de la remettre en état de fonctionnement. Cela aurait pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent. La Chine aurait certainement pu aider dans ce processus, ce qui aurait permis de partager les coûts et tout le monde y aurait trouvé son compte. Mais bien sûr, les Américains ne raisonnent pas du tout de cette manière. Ils doivent avoir un contrôle total. Ils n'ont pas apprécié que Chavez veuille contrôler les bénéfices de l'industrie pétrolière afin d'en réinvestir une partie dans, comme je l'ai dit, le développement intérieur du pays. Et bien sûr, l'idée de partager quoi que ce soit avec la Chine leur est absolument insupportable. Et Trump l'a même dit. Je veux dire, le rapport indique que la Maison-Blanche exige que les pays réduisent leurs relations avec la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba. Maintenant, Trump lui-même a déclaré « D'accord, la Russie et l'Iran ont eux-mêmes du pétrole. Donc, c'est clairement à propos de la Chine. » Oui. Mais voici ma question. Quoi qu'il se soit passé, cela ne change pas le fait que le pétrole en lui-même n'est pas de l'argent. Il faut le vendre. D'accord? Et bien sûr, il y a énormément de choses à faire avant de pouvoir le vendre. Et ensuite, à qui le vend-on? On ne peut pas contourner le fait que la Chine est le plus grand acheteur de pétrole. Cela ne change pas. Alors, que menace réellement Trump de faire? Supposons qu'il parvienne à obtenir ce qu'il veut. Disons qu'il augmente la production au Venezuela, mais qu'il s'assure qu'aucune goutte n'aille en Chine. Qu'est-ce que cela va réellement changer? Nous avons déjà un excédent de pétrole en ce moment. Il y a plus de pétrole que de demande, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix. On a beaucoup parlé du fait que cette pression sur les prix nuit aux Russes et aux Iraniens, et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais bien sûr, cela nuit aussi à l'industrie pétrolière américaine, qui est un important soutien de Donald Trump. Et d'ailleurs, la production pétrolière aux États-Unis n'est pas particulièrement rentable. Apparemment, le seuil de rentabilité est d'environ $60 le baril. Il n'y a donc pas beaucoup de marge pour faire baisser encore davantage le prix du pétrole. Le Canada est un important producteur de pétrole. Le pétrole canadien est très similaire à celui du Venezuela. Il provient du bitume, tout comme le pétrole vénézuélien. Cela détruirait l'industrie pétrolière vénézuélienne. Ce que Trump menace de faire,
si cela réussit, s'il restreint les exportations, comme il le dit, c'est de créer une industrie pétrolière au Venezuela qui entrerait directement en concurrence avec celle du Canada et des États-Unis. Or, je ne vois pas en quoi cela profiterait aux États-Unis. Et oui, la Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. Mais, pour revenir à notre remarque précédente dans l'émission, il y a toujours un fournisseur sur lequel la Chine peut compter, et c'est la Russie. China can rely on, and that is Russia. So China is covered from that. Donc la Chine est couverte de ce point de vue. L'une des choses que les Chinois voudront probablement faire, c'est se concentrer davantage sur les oléoducs plutôt que sur le transport maritime. Mais c'est un projet à long terme, et la Chine, comme nous le savons, excelle dans les projets à long terme. Donc la Chine s'en sortira. Si l'on veut mener une guerre économique contre la Chine, cela n'a aucun sens. Une guerre économique contre la Chine n'a de toute façon aucun sens. Je veux dire, cela n'a tout simplement pas de sens. Mais il est certain qu'ils n'atteindront aucun de leurs objectifs géopolitiques à la suite de ce qu'ils ont fait, même en supposant que cette opération, à moyen ou long terme, se révèle être un succès. Turns out successful. Une autre chose à laquelle je ne pense pas qu'ils réfléchissent du tout. Ils devraient pourtant avoir compris depuis le temps que chaque fois qu'on pousse la Chine dans ses retranchements, elle trouve un moyen de s'en sortir. Donc quand il se produit des incidents de ce genre, cela rappelle à la Chine à quel point l'indépendance énergétique est importante. Bien sûr, la Chine cherche des ressources partout. D'accord. Mais en attendant, la Chine travaille aussi sur les énergies alternatives, n'est-ce pas? Les énergies renouvelables. Et la Chine a d'ailleurs récemment réalisé une grande avancée dans le domaine de la fusion. D'après ce que je comprends, ces choses-là prennent du temps. Une percée de ce genre, avant d'être commercialisée, demandera un certain délai, mais cela va absolument s'accélérer. Cela obligera la Chine à accélérer le processus pour la rendre commerciale très rapidement. D'après ce que je sais, une fois que ce sera fait, en principe, cela pourrait fournir de l'électricité au monde entier pendant jusqu'à 20 000 ans. Encore une fois, cela prendra du temps. Mais avec ce type de développement et de progrès technologiques, la Chine ne fera qu'accélérer le processus au point qu'un jour, elle n'aura peut-être plus autant besoin de pétrole, n'est-ce pas? Eh bien, en effet. En réalité, vous soulevez un excellent point, car la Chine est déjà à la pointe de la technologie des réacteurs nucléaires au thorium. Comme vous l'avez dit, elle travaille sur la fusion. Elle est le leader mondial dans le domaine des batteries et de l'énergie solaire. Et cet avantage ne cesse de croître d'ailleurs. Elle dispose également de vastes programmes d'hydroélectricité. Les importations réelles de pétrole de la Chine sont en baisse. C'est quelque chose que beaucoup n'ont pas remarqué. Et le mix énergétique chinois évolue progressivement et il continuera d'évoluer en s'éloignant du pétrole. And it will continue to shift away from oil. Now, the point is that Trump is obsessed. Le fait est que Trump est obsédé par le pétrole à un degré vraiment étrange. Il pense en termes de technologie et d'économie des années 1970. Il est complètement fixé là-dessus. En réalité, ce qu'il fait, c'est maintenir les États-Unis sur le plan énergétique, investis dans une technologie déjà en train d'être remplacée. Il ne semble pas le comprendre. Même les Saoudiens, qui sont de grands producteurs de pétrole, l'ont compris. C'est ce que le prince héritier, MBS, essaie de faire en Arabie saoudite, chercher un avenir économique pour le royaume au-delà du pétrole. Il voit bien que le pétrole appartient au passé. Trump, lui, reste fixé sur la technologie et l'énergie d'hier, sans regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Il ne reconnaît même pas qu'il existe un lendemain.
Une autre chose, c'est que je suis d'accord avec toi. Tout tourne autour du contrôle. C'est une question de pouvoir sur les autres. Mais voilà, si tu regardes l'Argentine, Milei, quelqu'un que Trump apprécie vraiment, devine quoi? Même l'Argentine vendait du soja à la Chine, trahissant en quelque sorte les États-Unis dans cette guerre commerciale. Donc même les gens qui l'aiment, il ne peut pas les contrôler complètement. Je veux dire, ils doivent faire ce qui est le mieux pour leur propre pays, au bout du compte, n'est-ce pas? Absolument. Et pour eux aussi, bien sûr. Parce que, évidemment, si Milei ne le fait pas, eh bien, il va commencer à perdre des élections et il va finir par retourner des parties essentielles de sa base électorale contre lui, ainsi que ses donateurs qui travaillent dans les industries agricoles et similaires. Et ils dépendent des exportations de soja et de produits agricoles vers la Chine. D'ailleurs, c'était la même chose au Brésil. Quand Bolsonaro a remplacé Lula, Bolsonaro, très proche des États-Unis, il a fait quelques commentaires sur la Chine, mais il dépendait de manière cruciale des grandes entreprises et sociétés agricoles du Brésil. Et elles ont dit, écoutez, nous devons poursuivre ce commerce avec la Chine, car c'est ce commerce qui nous fait vivre. Ainsi, encore une fois, la seule façon pour les États-Unis d'empêcher cela est d'intervenir directement dans ces pays et d'en prendre eux-mêmes le contrôle. Nous en avons déjà parlé dans l'émission que nous avons consacrée à la nouvelle révision de la stratégie de sécurité publiée par les États-Unis, où il est essentiellement question d'exclure les autres pays extérieurs à l'hémisphère occidental, bien sûr, ils veulent dire la Chine, du commerce avec les pays de cet hémisphère, et d'obliger les pays d'Amérique latine à commercer exclusivement avec les États-Unis. C'est une forme de tyrannie coloniale qui exigerait des ressources considérables pour que les États-Unis puissent la maintenir. Je veux dire, ils devraient établir des bases sur tout le continent latino-américain. Ils devraient prendre le contrôle direct des gouvernements là-bas. Ils devraient imposer un appareil de contrôle et d'extraction des ressources en Amérique latine, ce qui provoquerait inévitablement une énorme résistance. Or, Trump ne montre pas beaucoup d'appétit pour faire cela. Alors, que fait-il? Il essaie de trouver des collaborateurs disposés au Venezuela, en Argentine et dans tous ces endroits. Mais au final, ils ne peuvent pas lui offrir ce qu'il veut, car tant qu'il reste responsable des pays qu'il dirige, ils doivent s'adapter aux conditions réelles du commerce. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai vraiment aimé l'article d'Arnold Bertrand, Le Vénézuélien a tué les États-Unis, parce qu'il m'a fait réfléchir à beaucoup de choses auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé auparavant. Par exemple, il disait qu'une nation a besoin d'une histoire. Or, cette histoire est à peu près morte. L'histoire des États-Unis, celle selon laquelle c'est fondamentalement un bon pays, d'accord, pas parfait, mais bon, a disparu. Ce que Trump a fait, c'est essentiellement dire « Peu importe, nous ne sommes pas si bons, nous voulons juste leur pétrole, nous voulons ceci, nous voulons cela, et vous devez faire ce que nous disons. Nous enlèverons votre président, nous saisirons vos champs pétrolifères, ou peu importe. » Alors oubliez la démocratie ou tout le reste. Cette histoire est maintenant morte et cela nuit fondamentalement aux États-Unis. Es-tu d'accord? Absolument. Absolument. Et puis-je dire, en tant que Grec, que je peux vous donner un exemple historique direct de cela. C'est exactement ce qu'a dit Arnaud Bertrand. Et d'ailleurs, il a également formulé des points très intéressants sur la Chine et ses philosophies très différentes, dont nous parlerons. Mais il existe ici une analogie directe tirée de l'histoire grecque antique. Athènes, ma ville natale, la ville où je suis né. Au VIe siècle, c'était la grande démocratie de la Grèce antique. C'était la cité qui soutenait les démocraties à travers le monde grec.
ou du moins, c'était le récit qu'elle diffusait. C'était l'histoire qu'elle s'était construite autour d'elle-même. C'était essentiellement la cité de la liberté, de la culture et de toutes ces choses. Puis, bien sûr, elle devint une grande puissance. Elle devint de plus en plus brutale, et il y avait un petit État appelé Mélos, qu'elle attaqua en disant « Vous devez passer sous notre contrôle ». Les Méliens, le peuple de Mélo, répondirent « Nous ne le voulons pas, nous voulons être libres. Nous ne vous sommes pas hostiles, nous voulons être neutres. Nous ne voulons en aucun cas être en guerre avec vous. » Et les Athéniens dirent alors aux Méliens de manière restée célèbre « Des dieux, nous croyons. Des hommes, nous savons que les forts font ce qu'ils veulent et que les faibles subissent ce qu'ils doivent. » Et vous devez obéir. Et si vous n'obéissez pas, nous vous détruirons. Les Méliens ont dit « Non, nous n'obéirons pas. » Et Athènes a détruit Mélos. Cela a choqué toute la Grèce. De cité associée à la démocratie, Athènes est devenue la cité tyrannique. En 10 ans, elle avait été vaincue à la guerre et complètement renversée. Elle a perdu sa position de primauté. Je veux dire, c'était la loi du plus fort. Ce genre de doctrine cynique et brutale est toujours un signe. Quand cela se produit, c'est toujours le signe d'un État qui a perdu tout repère, toute modération, tout contrôle de soi et qui est sur le point de s'effondrer. Oui. Et oui, je suis d'accord qu'il a utilisé l'exemple chinois, auquel je n'avais pas vraiment réfléchi auparavant, la dynastie Qin, n'est-ce pas? Les Qin étaient d'accord des légalistes. Puis, la dynastie Han qui a suivi était confucéenne, n'est-ce pas? Donc il a comparé les deux. Et l'approche légaliste ressemblait beaucoup à ce qu'Athènes faisait. Tout par la force. Il fallait obéir, il fallait se soumettre. Même si Qin lui-même était un empereur très puissant et avait unifié la Chine à l'époque, cela n'a duré qu'environ 15 ans, tandis que la dynastie Han a duré 400 ans. Et vous savez, je suis Han chinois, donc la dynastie Han a eu une influence profonde sur tout le peuple chinois. Absolument. C'est en fait un point remarquablement pertinent. Et comme vous le dites à juste titre, la dynastie Han a une influence immense sur la manière dont les Chinois se perçoivent eux-mêmes, sur qui ils sont, sur la différence culturelle, sur la nature de la vertu et sur l'importance de la vertu dans le gouvernement. Les gens sont au fond attirés par un gouvernement qui cherche à être vertueux et bénéfique, et ils sont rebutés par un gouvernement qui, aussi efficace et puissant qu'il puisse paraître, ne se consacre qu'au pouvoir et à la préservation du contrôle. Et vous avez tout à fait raison. Qin Shi Huang fut l'une des figures les plus dynamiques que l'histoire chinoise ait jamais connue. Il a construit des routes, unifié le système d'écriture et mis en place les poids, les mesures et les distances. Il a accompli toutes sortes de choses extraordinaires. Il a construit la première grande muraille. Il a fait des choses incroyables et il a unifié la Chine. Mais il a échoué à créer un système capable de lui survivre. Car lorsqu'il a disparu, quand, tu sais, l'énergie, la brutalité, le charisme et l'autorité qui étaient liés à sa personne, ainsi que la peur qu'elle inspirait, n'étaient plus là, personne ne ressentait plus aucune loyauté envers lui. Il n'y avait aucun désir particulier, aucun désir de perpétuer son système, que les gens considéraient comme cruel et oppressif, et qui ne leur offrait rien d'autre, comme je l'ai dit, que ces réalisations efficaces qu'il avait accomplies. Alors que la dynastie Han fonctionnait d'une manière complètement différente et, en conséquence, a obtenu une loyauté extraordinaire du peuple, presque jusqu'à sa fin. Oui, et cela explique aussi pourquoi, tout au long de l'histoire chinoise, tous les Huangdi ont toujours cherché la légitimité, n'est-ce pas? Ils parlaient beaucoup de morale et du rôle de dirigeant. Tu sais, il faut être moral. Ils en parlaient beaucoup et il y avait de nombreux écrits à ce sujet.
Cela l'explique. about that. That explains. Oh, absolutely. I mean, I don't know whether this expression. Oh, this concept actually absolument. exists in Je ne sais pas China. si cette expression ou ce concept existe même en Chine, si les gens en parlent réellement. Ce dont on parle en Chine, c'est du concept du mandat du ciel dans les dynasties. Et je veux dire, comme je l'ai dit, que ce soit une tentative occidentale de comprendre l'idée chinoise, je pense que cela exprime quelque chose. Une dynastie brutale, oppressive, corrompue et mal conduite, qui use de la force et de la tyrannie, ne survivra pas. Et je l'ai constaté, car je m'intéresse à l'histoire chinoise. Et l'une des choses qui m'ont vraiment étonné, c'est un débat extraordinaire, je crois que j'en ai parlé dans des émissions précédentes, qui a eu lieu sous la dynastie Ming. Lorsqu'un empereur Ming, un Huangdi, est mort, il n'avait pas de fils, ce qui était inhabituel, mais il n'avait pas de fils. He had no sons, which is unusual, but he had no sons. So they had to find another prince to Ils durent donc trouver un autre prince, issu d'une autre branche de la famille, pour devenir Huangdi. La question était alors de savoir s'il était moral pour lui de traiter l'ancien Huangdi comme son père, ou de continuer à être filial envers son propre père biologique. Cela était considéré comme extrêmement important, d'une grande portée morale et éthique. L'éthique était profondément liée à cette question, et cela provoqua une crise politique, car les gens se souciaient de ces choses. Ils voulaient que le Huangdi soit vertueux et qu'il agisse correctement aux yeux du ciel. and to do right in the eye of heaven. Yep. Yeah, legitimacy is Oui, la always légitimité very, est toujours très important. There's a importante. very strict Et il existe un système très strict sur la manière dont, après la mort d'un Huangdi, le successeur doit être choisi et tout ce genre de choses. Bien sûr, tout le monde ne le respecte pas, mais en principe, il y a un système que chacun est censé suivre, sinon il n'y aurait pas de légitimité. Et donc, il y a Well, and another thing is this, which is a very interesting fact, which is that Et il y a une autre chose, un fait très intéressant. Il est extrêmement rare dans l'histoire chinoise, vraiment très rare, qu'un Huangdi légitime soit renversé par un membre de sa propre dynastie. Je ne dis pas que cela n'est jamais arrivé. Il y a eu un cas. Le deuxième Huangdi de la dynastie Ming a été renversé par son oncle. Mais comparé à l'histoire européenne, c'est extrêmement inhabituel, car il était le Huangdi. On attendait de lui qu'il se comporte d'une certaine manière. Et tous les autres, y compris les membres de sa famille, aussi ambitieux soient-ils, devaient reconnaître et respecter ce fait. Agir autrement revenait à violer l'ordre moral. And to do it otherwise was to violate the moral order. Et même cet empereur Huangdi, il a renversé son neveu. Il ne l'aurait jamais fait si son frère aîné avait hérité du trône, car son frère aîné était le fils aîné, ce qui, selon la tradition, signifiait que c'était à lui de régner. Mais bien sûr, il est mort jeune, et c'est donc son fils qui est devenu Huangdi. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Oui, bref, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que je crois comprendre un peu la réponse à ce qui se passe vraiment en ce moment, ce que Arnold a expliqué. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que Trump, en tant que personne, n'a plus aucune boussole morale. Cela explique pourquoi la loi ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Tu vois les tarifs douaniers, l'invasion du Venezuela et le dossier Epstein, ce sont toutes des lois qu'il est censé respecter, suivre, mais lui, par défi, les a totalement ignorées. C'est donc aussi la preuve que le légalisme ne fonctionne pas sans boussole morale, non? No, of course not. No, of course not. Absolutely. It is a fundamental Non, bien sûr que non. Absolument. C'est un principe fondamental du droit que celui-ci impose une limite à ses propres créateurs et à ses propres exécutants. Et il le doit, pour cette raison, il doit avoir une finalité morale. D'ailleurs, cela est très bien compris parmi les juristes et les philosophes du droit, y compris en Occident. S'il n'a pas cette finalité morale, alors ce n'est pas du droit, car ce n'est plus la justice. Et si ses créateurs et ses exécutants n'acceptent aucune limite entre eux, sur eux-mêmes, imposée par le droit, alors encore une fois, ce n'est pas du droit. En réalité, cela devient l'anti-droit. Cela devient véritablement violent, brutal, oppressif et tyrannique.
and brutal and oppressive and tyrannical. And at that point, nobody feels any respect. Et à ce stade, plus personne ne ressent le moindre respect, ni la moindre obligation morale d'y obéir. J'ai moi-même commenté cela, et j'ai dit que ce que Trump a fait, c'est transformer les États-Unis en une superpuissance psychopathe, des psychopathes. Dans ma carrière précédente, j'ai dû en côtoyer beaucoup, d'ailleurs. J'en ai rencontré de nombreux, et ce qu'il faut savoir à leur sujet, c'est qu'ils n'ont ni retenue ni boussole morale. Ce sont des gens, en somme, qui n'ont rien que nous pourrions reconnaître comme une conscience. Ils agissent uniquement selon leur propre intérêt nu, tel qu'ils le comprennent. Et il me semble que c'est précisément ce que les États-Unis sont en train de devenir. C'est stupéfiant pour moi, vraiment, de voir Trump violer la Constitution, tu sais, ne pas suivre les règles, les lois, tout ça. C'est absolument stupéfiant pour moi, parce que j'ai grandi en croyant qu'aux États-Unis, tous les hommes naissent égaux, tu sais, devant la loi, aux yeux de la loi. Tout le monde est égal. Personne ne peut bénéficier d'un traitement de faveur. J'ai grandi avec cette idée. J'imagine que c'est tout simplement pas vrai. It's simply not true, I guess. Well, I not only grew up with it. Eh bien, non seulement j'ai grandi avec cela, mais j'ai aussi choisi une carrière dans le droit parce que j'y croyais. J'ai consacré 12 années de ma vie comme fonctionnaire de justice sur cette conviction. Et pour moi, c'est incroyablement difficile et profondément bouleversant de voir tout cela être balayé de la manière dont ça l'a été. Et bien sûr, Trump, comme beaucoup l'ont justement dit, n'est que l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a quelque temps. Nous avons vu à plusieurs reprises, en Europe comme aux États-Unis, la loi et la procédure juridique être violées. Et ce qui rend cela encore plus stupéfiant, c'est que l'une des personnes victimes de ce processus en cours était Trump lui-même. Maduro est poursuivi sur des accusations absolument absurdes dans le district sud de New York, là où Donald Trump avait lui aussi été poursuivi sur des accusations tout aussi absurdes. Cela montre que la loi a été instrumentalisée comme un mécanisme au service de factions politiques. Et cela signifie, par définition, qu'il ne s'agit plus de la loi, pas dans le sens qu'un véritable juriste reconnaîtrait. Oui, c'est pas seulement Trump. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, si tu regardes cette interview à bord d'Air Force One, peu après que c'est arrivé, il rayonnait. Il était très heureux. Trump lui-même, les autres aussi. Ludnick était là. Lindsey Graham était là. Tu vois, quand il parle des ressources naturelles du Venezuela, on peut presque les sentir baver, tu sais. Leurs yeux se sont illuminés. Oh, le Venezuela a ceci et cela. Les opportunités sont infinies et ce sont les richesses d'autres pays. La façon dont ils en parlent me sidère absolument. Oui, mais tu vois, les Européens n'étaient pas si différents. Il y a seulement quelques semaines, ils essayaient de saisir les avoirs de la Russie. Du moins, ils faisaient semblant d'inventer toutes sortes d'idées et de conventions juridiques pour y parvenir. Trump, bien sûr, a tout balayé. Je veux dire, même les voleurs essayent généralement de préserver un certain niveau. Tu vois, je parle de criminels maintenant, d'ordre et d'honneur. Ceux-là, eux, commettent cette chose terrible et en tirent de la fierté. Et comme tu l'as dit, ils s'en délectent. Je veux dire, c'est merveilleux. Cela leur semble merveilleux. Et comme je l'ai dit, ils ne comprennent pas. Ils s'en étoufferont. Disons-le ainsi. C'est, comme je l'ai dit, la leçon immuable de l'histoire. Mais ils apprennent pas. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils font ça en Amérique latine. Les États-Unis continuent de le faire, non? Le plus célèbre, c'était bien sûr le Chili, à Landais. J'y ai tout de suite pensé. Et puis, bien sûr, ils ont fait tout un tas de choses au Guatemala, non? Le Panama, d'accord? Ils ont arrêté Noriega, ce genre de choses. Aucune de ces affaires ne s'est vraiment déroulée comme ils l'espéraient.
Je veux dire, l'histoire du Chili est un grand scandale. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont très mécontents de ce qui s'est réellement passé, même si c'était il y a longtemps. You're absolutely correct. I mean, if you're talking Tu as about tout à fait raison. Je veux dire, si l'on parle de l'Amérique latine, les États-Unis y sont intervenus violemment depuis bien plus d'un siècle. En fait, cela remonte aux années 1890 et même avant. Des guerres d'agression contre le Mexique, des guerres d'agression contre le Venezuela. Ils ont détaché le Panama de la Colombie afin de pouvoir y construire le canal. Ils ont renversé des gouvernements. Dans les années 1950, 1960 et 1970, ils ont mené une politique de soutien aux dictatures fascistes, des dictatures fascistes généralisées dans toute l'Amérique latine. Si bien qu'à la fin des années 1970, il n'y avait pratiquement plus un seul pays en Amérique du Sud qui puisse même s'approcher du concept de démocratie. Je veux dire, ils ont été brutaux et violents envers les Sud-Américains à un degré stupéfiant. Qu'ont-ils accompli? Cela a-t-il rendu l'Amérique plus riche? Cela a-t-il rendu les Américains plus heureux? Cela a-t-il apporté quelque chose de bon aux États-Unis? Cela a-t-il rendu les États-Unis plus sûrs au bout du compte? Après tout, ce sont les Américains eux-mêmes qui se plaignent des vastes flux migratoires venant d'Amérique latine. Pourquoi pensent-ils que ces gens viennent? Pourquoi pensent-ils que l'Amérique latine est aussi dysfonctionnelle qu'elle l'est? Parce qu'ils l'ont rendue ainsi. Je veux dire, ils n'ont jamais permis à ces pays de se développer, de prospérer et de s'établir solidement comme de véritables nations fonctionnelles, comme l'ont fait, par exemple, les pays d'Asie, la Chine, par exemple. Mais les États-Unis n'ont jamais appris. Donc c'est... Oui, je veux dire, ils ont appris à le répéter. Je veux dire, c'est exactement ce que Trump vient de faire, non? Répéter ce qu'ils ont fait par le passé. Oui, absolument. L'autre chose, bien sûr, c'est que même si l'Amérique dans son ensemble n'en a jamais tiré profit, des individus aux États-Unis en ont toujours bénéficié. Ouais, United Fruit, c'est bien ça? Ouais, United Fruit et tout ça. Oui, oui. D'accord. Donc, la réaction de la Chine, c'est intéressant. Il y a beaucoup de discussions, même, je crois, des Occidentaux commentent maintenant. D'accord, la Chine pourrait simplement aller à Taïwan, arrêter le dirigeant taïwanais et en finir ainsi. Qui est vraiment illégitime? Je dis ça comme ça. C'est un fait. Les Américains disent à tout le monde que Maduro est illégitime. Les Russes disent que Zelensky est illégitime. Je ne les ai jamais soutenus sur ce point, d'ailleurs. J'ai toujours dit que ce n'était pas leurs affaires. Le monde reconnaît Taïwan comme faisant partie de la Chine. Les États-Unis reconnaissent Taïwan comme faisant partie de la Chine. Dans ces conditions, comment quelqu'un qui se dit président de Taïwan peut-il être légitime? Je dis ça comme ça. Et en particulier maintenant, bien sûr, personne dans les médias occidentaux traditionnels n'en parle. Il y a une campagne de révocation en cours et des gens signent des pétitions pour lui demander de démissionner. Ils ont recueilli plus de signatures que le nombre de voix qu'il a obtenues lors de l'élection présidentielle de 2024. Cela montre à quel point beaucoup de gens veulent qu'il parte, parce qu'il est tellement corrompu et incompétent. Tout ce genre de choses. Mais personne n'en parle, n'est-ce pas? Maduro est illégitime. Et en réalité, son propre peuple veut vraiment qu'il parte. Personne n'en parle. Comme vous l'avez dit, si la Chine fait cela, elle a toute la légitimité pour le faire. La Chine a le droit de le faire. Absolument. Peut-être qu'ils le feront. Comme je l'ai dit, ils ont le droit absolu de le faire, et cela pourrait en réalité s'avérer bénéfique à long terme. Car bien sûr, pour le répéter encore une fois, le point central est que le Venezuela est un pays indépendant et souverain. Il a obtenu son indépendance vis-à-vis de l'Espagne dès le 19e siècle. Il fait pleinement partie du système international,
de la communauté internationale des nations. Taïwan n'est pas une nation. Il a toujours été reconnu par la communauté internationale que ce n'en est pas une. Le gouvernement de Taïwan, ou plutôt, appelons-le le gouvernement qui fonctionne à l'intérieur même de Taïwan, dit la même chose. Il ne dit pas qu'il est le gouvernement de Taïwan. Il dit qu'il est le gouvernement de la Chine, un point que les gens en Occident ignorent toujours. Donc, étant donné qu'il est universellement reconnu dans le monde entier, sauf par quelques pays micronésiens et ainsi de suite, que le gouvernement de la Chine est celui de Pékin et qu'il est largement accepté par le peuple chinois, non seulement en Chine, mais aussi dans la diaspora chinoise, que c'est bien le gouvernement de la Chine, pourquoi le gouvernement chinois ne devrait-il pas arrêter quelqu'un qui prétend être lui-même le président de la Chine, et non de Taïwan, mais qui retient une partie de la Chine et le fait illégalement, en maintenant une portion du territoire chinois séparée du reste du pays. Je dirais que les Chinois ont un argument extrêmement solide si c'est ce qu'ils décident maintenant de faire. Oui, et l'opinion publique à Taïwan est aussi en train d'évoluer. Même l'ancienne vice-présidente, qui était autrefois très favorable à l'indépendance, a maintenant déclaré très clairement que Taïwan fait partie de la Chine. J'ai été stupéfait quand j'ai vu ça. Elle a toujours été du genre à dire « nous sommes très différents, très uniques » et tout le reste. Et puis, tout à coup, oui, Taïwan fait partie de la Chine, évidemment. Eh bien sûr que oui. Si quelqu'un se souciait de Taïwan, ou du moins des personnes qui y vivent, il favoriserait la réunification. Les Américains ne veulent pas faire cela. En réalité, les Américains ne veulent pas de réunification, car ils parlent de Taïwan comme du porte-avions insubmersible, et ils y ont toutes les industries qui fabriquent les puces électroniques que l'Amérique elle-même ne peut pas produire. Voilà, tout simplement. Mais la Chine est confrontée à un dilemme, je pense. Quelqu'un sur X l'a d'ailleurs très bien résumé. Cette femme, Corinne, a dit que le monde posait à la Chine une question qu'elle évite de traiter depuis des décennies. Lorsque les États-Unis commencent à kidnapper des dirigeants étrangers, à envahir des nations plus faibles, à piller les ressources de petits pays et à mener des attaques terroristes à la bombe, avez-vous l'intention de rester silencieuse ou de vous préparer à devenir l'ordre lui-même? La Chine ne veut certainement pas répondre, car répondre signifierait passer du rôle de bâtisseur de civilisation à celui de gardien des règles. Mais l'empire de Trump ne consiste pas à maintenir l'ordre. Il s'agit de créer un néonazisme. Le Venezuela est le premier, le Mexique et la Colombie viennent ensuite. Et, en fin de compte, chaque petit pays comprendra. La paix n'est pas un droit, mais une police d'assurance achetée avec des armes nucléaires. Le monde placera la Chine au premier plan, non pas à cause de son ascension, mais parce qu'il n'y a personne d'autre. Voilà l'ironie du nouvel ordre. Les États-Unis se prouvent par les bombes, tandis que la Pangobontaine veut prouver sa civilisation par la retenue. Un bon résumé. C'est un résumé très puissant. C'est vraiment un très bon résumé. Je pense que la Chine serait très réticente à s'engager dans ce genre de compétition, une compétition mondiale avec les États-Unis. Et je vais dire quelque chose ici qui, je crois, repose sur ma compréhension de la Chine, du peuple chinois, de l'histoire chinoise et de la gouvernance chinoise. Je pense que ce que les Chinois se diraient, c'est qu'au bout du compte, notre meilleure politique est de continuer à faire ce que nous faisons. Rendre le peuple chinois meilleur, plus fort, rendre la Chine elle-même plus forte. Et si nous faisons cela, si nous nous concentrons sur nous-mêmes et que nous sommes assez grands et assez forts pour continuer ainsi, et que nous avons suffisamment d'amis fiables pour nous soutenir, alors à terme, nous l'emporterons.
Parce que nous triompherons par la vertu, en revenant directement à ce dont parlait Arnold Bertrand. Et je le crois vraiment. Encore une fois, c'est peut-être ma propre culture, ma culture grecque. Il existe une expression qu'on n'entend pas souvent, selon laquelle les gens, les êtres humains, sont toujours, au bout du compte, attirés par la lumière. C'est une expression grecque, et je pense qu'elle est juste. En fin de compte, ce qui se produira, c'est que les États-Unis s'affaibliront eux-mêmes, se discréditeront, mineront les liens de leur propre société, atteindront un effondrement culturel. Et c'est peut-être à ce moment-là que la Chine devra intervenir. Et la manière dont elle interviendra ne sera pas en rivalisant avec l'Amérique, ni en devenant son opposé, mais en restant la Chine et en étant elle-même. Oui, et à ce sujet, tu parles du moment des faits. Une délégation chinoise était en visite et Maduro les rencontrait dans la journée, puis quelques heures plus tard, il a été enlevé. Selon les médias chinois, il avait en fait été informé que la Chine lui avait signalé qu'une attaque se préparait quelques heures auparavant. Il est même possible que pendant cette réunion avec eux, il le lui ait dit. Il a été arrêté sur une base militaire, pas au palais présidentiel, n'est-ce pas? Donc si c'était un coup monté de l'intérieur, il aurait été très difficile pour quiconque de le protéger, je pense. Oui, intéressant. Je pense que ça doit être vrai. C'est intéressant car ça n'a pas été rapporté dans les médias ici d'ailleurs, que la Chine lui ait en fait donné un tuyau. Ce serait intéressant de savoir s'il l'a accepté, s'il a agi en conséquence. Eh bien, je ne pense pas, je ne l'ai pas lu. Je ne trouve pas beaucoup de détails, à part le fait que la Chine lui a rappelé que l'attaque arrivait, ce qui me rappelle en fait ce qui s'est passé avec Allende, la situation chilienne. Zhou Enlai l'a également averti, lui a dit « Vous devez regarder ici, faites attention à votre propre armée ». Des choses comme ça. Et il en a ri. Il a dit qu'il ne croyait tout simplement pas que son propre peuple ferait une chose pareille. Oui, c'est tout à fait vrai. Je connais cette histoire, je l'ai entendue moi-même, et cela ne me surprend pas le moins du monde. Je peux tout à fait imaginer qu'une chose pareille se produise au Venezuela. L'un des grands problèmes, et c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que les gens sont souvent très critiques envers la Chine, et d'ailleurs envers la Russie aussi, lorsque de telles choses arrivent. Mais ils ne se posent jamais la vraie question. Qu'ont fait ces pays pour s'aider eux-mêmes? Très souvent, ils n'ont pas fait grand-chose. Et très souvent, ils ont rejeté les offres d'aide qui leur étaient faites. Il y a sans doute toutes sortes de raisons pour lesquelles ils agissent ainsi. Mais comme je l'ai dit, si les gens ne veulent pas être aidés, il est presque impossible de les aider. Et puis à court terme, les États-Unis donnent l'impression d'être une sorte de pays victorieux. Mais à long terme, d'une manière ou d'une autre, les choses finissent toujours par évoluer de façon à ce que finalement, la Russie et la Chine en soient les véritables bénéficiaires. Cela ne me surprendrait pas. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Je pense que c'est absolument vrai. Je veux dire, c'est pourquoi je dis que la meilleure politique est d'attendre. Il y a une expression très cynique qu'on entend parfois. Ne jamais interrompre son ennemi quand il fait une erreur. Et ce que font les États-Unis, c'est accumuler les erreurs les unes après les autres. Toutes les opérations de changement de régime et les guerres interventionnistes menées par les États-Unis ont fini par les affaiblir et les discréditer. La Chine n'a fait aucune de ces choses. Aucune. Et elle est devenue plus riche, plus forte et plus respectée. Elle est désormais perçue exactement comme ce message sur X le disait, comme l'autre pôle. Qui devient plus fort et qui s'affaiblit? Et si l'on parle des États-Unis,
Eh bien, j'ai lu aussi qu'il s'agissait d'enliser la Chine dans toutes sortes d'endroits. Qui est vraiment enlisé? Les Américains eux-mêmes. Ils vont maintenant devoir se préoccuper du Venezuela et de qui l'emportera à Caracas. Franchement, le président des États-Unis n'a-t-il pas des choses plus utiles et plus importantes à faire? Oui, et c'est la même chose avec certains partisans de MAGA, ils applaudissaient. Je trouve ça très intéressant. Savent-ils que nous sommes déjà une semaine dans l'année 2026? Il y a déjà eu 4 fusillades de masse, 166 personnes tuées par des armes à feu. Pas une seule personne du dossier Epstein n'a été arrêtée. Donc Trump pourrait arrêter le dirigeant d'un autre pays, mais pas un seul des pédophiles du dossier Epstein. Alors, qu'y a-t-il à célébrer? De quoi être fier? Je suis simplement perplexe face à ces gens. Eh bien, exactement. Moi aussi, en fait. Mais je veux dire, c'est malheureusement très à la mode. Et encore une fois, je pense qu'ici, je suis désolé de le redire, mais je pense qu'ici, tu révèles ton côté chinois. C'est-à-dire que tu te dis, eh bien, qu'as-tu vraiment accompli? Tu t'es rendu insupportable et tu n'es même pas capable de gérer tes propres affaires. Tout ce que tu as fait, c'est aller frapper quelqu'un d'autre et tu en es fier. Et c'est tout à fait juste. Mais je pense qu'en Occident, pas seulement aux États-Unis, nous avons du mal à comprendre cela. Oui, je suis très pragmatique. Je veux dire, les Chinois sont très pragmatiques. Absolument. Que veux-tu dire exactement? Exactement. Eh bien, en effet. Mais au fait, quelle est la chose vertueuse? C'est une erreur fondamentale, comme je l'ai souvent souligné, de penser que les politiques étrangères réalistes sont des politiques étrangères cyniques. Le réalisme ne consiste pas à être cynique, ni à être dépourvu de sens moral ou de valeur. Une politique étrangère réaliste consiste à être lucide sur le monde et sur les êtres humains. Le type de politique étrangère que l'Occident poursuit, qui sont purement cyniques, fantaisistes et fondées sur l'idée que la force fait le droit, ne sont pas réalistes et elles échoueront. Et en particulier Trump, il aime le spectacle. Je pense qu'il aime toujours les grandes mises en scène. Ils viennent tout juste de saisir un pétrolier, d'ailleurs, juste avant que nous ne commencions cette émission. Encore un exemple de mise en scène, de spectacle, tout ça. Alors ensuite, même les pays, ce n'est pas toi et moi qui spéculons, ils ont déclaré ouvertement, d'accord, Cuba, Panama, Mexique, Iran, Groenland, ils arrivent tous, ce sont les prochains. Parlons donc un peu du Groenland, car cela concerne l'Europe. D'après les dernières informations que j'ai vues, plusieurs pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Danemark, ont publié une déclaration commune. Les pays nordiques aussi. Je n'ai pas vu beaucoup de couverture médiatique, mais le site du ministère suédois des Affaires étrangères a également publié une annonce très similaire, conjointement avec la Finlande, l'Islande, la Norvège et le Danemark. Donc, ce qu'ils disent ici, vous voyez celui de la Suède, il dit à la fin, nous réaffirmons collectivement que les questions concernant le Danemark et le Groenland relèvent du seul Danemark et du Groenland. Et celui de la France, de l'Allemagne et de l'Italie dit « Le Groenland appartient à son peuple. Il revient au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland. » Ce sont donc les déclarations officielles des pays européens. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce sont des déclarations incroyablement faibles et qu'elles ne vont pas du tout assez loin. Elles ne disent pas, par exemple, aux États-Unis, de manière claire, qu'une tentative de s'emparer du Groenland au détriment du Danemark serait considérée par les États européens comme un acte d'agression et qu'elle mettrait en péril et pourrait facilement mettre fin à tout le système d'alliance occidentale. Le Danemark en a parlé, mais aucun des autres ne l'a fait.
Je pense que les Américains liront tout cela et se diront que ce sont des gens faibles, qui ne sont pas prêts à se défendre eux-mêmes, ni à défendre leur peuple, leur territoire ou les uns les autres, et qu'ils peuvent, en somme, faire ce qu'ils veulent. Et je pense que le calcul américain, je suis désolé de le dire, est juste. Je regardais mon propre Premier ministre, Keir Starmer, être interviewé à ce sujet à la télévision britannique, sur la BBC, et on lui a demandé quelle est la différence entre ce que les Américains ont fait au Venezuela et ce que nous avons accusé les Russes d'avoir fait en Ukraine. Et il a simplement évité de donner une réponse intelligente ou même cohérente à cela. Vous pouvez voir que ces gens, comme je l'ai dit, ne se lèveront jamais. Il était une fois, il y a longtemps, au début des années 1980, lorsque les États-Unis ont envahi la Grenade, une petite île des Caraïbes, et renversé son gouvernement, la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, que je n'aimais pas et à laquelle je m'opposais fermement. Soit dit en passant, fut absolument furieuse. Elle a téléphoné au président Reagan et lui a parlé en des termes très fermes, disant à quel point un tel comportement était inacceptable. Avons-nous vu quelque chose de semblable de la part de quelqu'un en Europe? Non. Oui, c'est assez ironique d'une certaine manière parce que les Européens ont très peur de la Russie. Ils parlent sans cesse de l'agression russe. Et il s'avère en réalité que les États-Unis sont les agresseurs ici, puisque la Russie n'a jamais dit qu'elle irait au-delà de l'Ukraine, n'est-ce pas? Même l'Ukraine y a été entraînée, d'une certaine façon. Mais là, vous avez le président des États-Unis qui dit simplement « je veux le Groenland », comme ça. Absolument. Et il n'y a absolument rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas vraiment s'exprimer pour se plaindre ou condamner ce dont parlent les Américains, ni dire que c'est inacceptable et qu'il ne faut pas le tolérer. Ils en sont incapables. Et tu as tout à fait raison. Pourquoi sont-ils dans cette position? D'abord, parce que ce sont, comme je l'ai dit, des pays faibles, avec des dirigeants faibles, mais aussi précisément parce qu'ils restent obsédés par la Russie. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter la Russie sans l'aide des États-Unis. Donc au final, ils ne feront rien. Ils continueront à parler de l'agression russe, alors qu'en réalité, c'est l'agression américaine qu'ils affrontent. Car comme vous le dites tout à fait justement, les Russes n'ont attaqué aucun pays européen, aucun pays de l'OTAN ni de l'Union européenne. Ils se sont donné beaucoup de mal à plusieurs reprises pour affirmer qu'ils n'avaient aucune intention d'agir de la sorte. Ils n'ont aucune revendication territoriale envers un pays européen. Ils ont certaines préoccupations en matière de sécurité qui sont à l'origine de la crise en Ukraine, mais ils ont toujours été disposés à en discuter et à négocier à ce sujet. Le problème, c'est que les Européens ne veulent pas leur parler. Et Zelensky essaie toujours désespérément d'entrer dans l'OTAN, n'est-ce pas? À quoi bon avoir l'OTAN? L'OTAN ne te garantit rien. C'est clair, non? Le pouvoir est dans l'OTAN. Si je dois être honnête, je veux dire, malgré la passivité des Européens, je pense que l'OTAN est aujourd'hui sous assistance respiratoire. Non pas parce que les Européens veulent s'en débarrasser, mais parce que les États-Unis n'en ont plus rien à faire. Je veux dire, il y a eu tout un cirque à Paris hier et avant-hier à propos des garanties de sécurité à accorder à l'Ukraine. Et les Américains ont refusé d'en donner. En gros, ils ont dit toutes sortes de belles choses sur l'Ukraine, mais ils ont refusé de lui fournir la moindre garantie de sécurité. Franchement, je ne pense pas qu'ils s'en soucient. Il y a un Britannique, Rory Stewart. C'était un ancien député et il a maintenant sa propre émission. Il a aussi, je crois, fait partie du gouvernement de David Cameron et de celui de Theresa May, non?
Donc il me semble être un politicien assez classique, ou un ancien politicien. Dans sa dernière émission, il a en fait déclaré qu'il espérait que ce qui s'est passé au Venezuela réveillerait vraiment l'Europe, que l'Europe et ses alliés démocratiques devaient prendre conscience de la menace que représentent les États-Unis. Je trouve stupéfiant qu'une personne aussi mainstream dise cela ouvertement. Alors, est-ce que les gens commencent peu à peu à se rendre compte que les États-Unis constituent une menace pour l'Europe? Oui, Rory Stewart, juste pour préciser et expliquer à vos téléspectateurs, est aussi représentatif du courant dominant britannique qu'on puisse l'être. Je veux dire, c'était vraiment la personne que beaucoup de membres de l'establishment libéral britannique voulaient voir devenir Premier ministre à la place de Boris Johnson, pour être clair. Donc c'est un homme politique assez connu au Royaume-Uni. Il était d'ailleurs plutôt apprécié, et il est très très mainstream. Et oui, je pense qu'en profondeur, beaucoup de gens au Royaume-Uni et en Europe diront « Regardez, ce n'est pas une Amérique protectrice, c'est une Amérique abusive et prédatrice, et nous devons trouver des moyens de nous en protéger. » Mais regardez l'état de l'Europe. Nos économies sont dans une situation vraiment très mauvaise. Nous n'avons pas développé une seule entreprise de médias sociaux. Nous ne l'avons pas fait. Je veux dire qu'il n'existe aucun équivalent aux entreprises de médias sociaux que l'on trouve aux États-Unis, en Chine ou d'ailleurs en Russie. Nous sommes à la traîne dans à peu près tous les domaines technologiques. Nous avons pris du retard sur la Chine dans le secteur des voitures électriques. Nos industries s'effondrent. Nous assistons à une désindustrialisation massive en Allemagne. Et dans le conflit en Ukraine, nous avons découvert que nous sommes loin d'être capables d'égaler les Russes en matière de production d'armes militaires. Nous sommes donc dans une position très très faible. Et si nous voulons commencer à prendre des mesures pour nous protéger d'un pays aussi agressif, prédateur et dangereux que les États-Unis, nous devons faire deux choses. D'abord, repenser et réévaluer la véritable situation de l'Europe. Ensuite, modifier complètement nos politiques étrangères. Mais nos dirigeants sont tellement investis dans le système actuel qu'ils ne semblent disposés à faire ni l'un ni l'autre. Je pensais justement aux pays baltes, tu vois, comme les États baltes par exemple. Je pense que ces trois pays doivent être vraiment effrayés par ce qui vient de se passer. Parce que si cela peut arriver au Venezuela, qu'est-ce qui empêcherait Poutine de faire quelque chose de similaire à l'un d'entre eux? Ce sont eux qui devraient condamner cette situation. Absolument. Il y a en ce moment beaucoup de commentaires à ce sujet dans les médias. J'ai lu un article sur Unheard, écrit par une commentatrice britannique appelée Poppy Sowerby, assez connue. Elle fait partie, encore une fois, de ce qu'on pourrait appeler l'establishment, avec une légère tendance à droite. Mais elle disait que nous entrons désormais dans des sphères d'influence. Les Américains veulent la leur. Les Russes vont tailler la leur. Que va-t-il advenir de nous? Où se situent les États baltes dans tout cela? Et les pays des Balkans? Vont-ils tous devenir partie intégrante de la sphère d'influence russe? Les Russes sont tout à fait capables d'agir de cette manière et de faire tout cela. Donc oui, ils devraient en avoir peur. Mais aucun d'entre eux n'a le courage de le dire. Et certains restent tellement obsédés par la Russie qu'ils ne le feront pas. Il y a d'ailleurs cette expression qui vient de la Bible. Les plus aveugles sont ceux qui ne veulent pas voir. Avant de te laisser partir, je veux quand même parler un peu de Donald Trump, la personne. D'accord, je pensais autrefois qu'il était meilleur que Biden. Je ne le pense plus. Peut-être que celui qui n'est pas au pouvoir paraît toujours meilleur que celui qui l'est. C'est peut-être juste ma façon de voir les choses. J'ai simplement l'impression que cette dernière affaire, cette tentative d'assassinat contre Poutine, semble impliquer la CIA.
Pourquoi Trump ferait-il quelque chose comme ça? Et ce qu'il a fait avec Maduro? Et aussi, souviens-toi, Meng Wanzhou a été enlevé sous son mandat. Il y a encore un autre incident, je ne sais pas si tu as suivi. Il n'y a pas longtemps, le New York Times ou le Wall Street Journal ont rapporté que Kim Jong-un, tu te souviens, il l'appelait toujours son ami, blabla. Lorsqu'il négociait en 2018, il a également ordonné à un Navy SEAL de placer un dispositif sous le câble sous-marin. Cette opération ne s'est pas très bien passée. Des pêcheurs nord-coréens à proximité ont vu ces personnes, sans savoir qui elles étaient, et ont cru qu'elles étaient en difficulté. Ils ont donc essayé de les secourir, de les aider, et ils ont tous été tués. Non seulement cela, mais on leur a ouvert l'abdomen pour laisser entrer l'eau, afin que les corps ne remontent pas à la surface. Alors, comme on peut l'imaginer, lorsque les corps ont été retrouvés, ils devaient être couverts d'ecchymose, dans un état horrible. Ainsi, il négociait avec Kim Jong-un tout en faisant une chose pareille. Il négocie maintenant avec Poutine tout en agissant de la même manière et en même temps, il négocie avec Xi Jinping tout en enlevant Meng Wanzhou. C'est une personne malfaisante. Oui, c'est le comportement d'un gangster. Et sa façon de parler a de plus en plus quelque chose de mafieux. Il devient de plus en plus imprudent dans son comportement et donc plus dangereux. Je veux dire, il faut accepter que les États-Unis sont désormais un État voyou, dirigé par un président hors la loi, qui, comme je l'ai dit, ne reconnaît aucune limite à ce qu'il peut faire. Donc je suis d'accord avec vous. Je ne dirais pas que Biden me manque, mais Trump s'avère encore plus dangereux. J'ai d'ailleurs une théorie sur la tentative d'assassinat contre Poutine. Je pense que ce sont les Russes qui ont indiqué aux Américains où Poutine était censé se trouver, dans cette résidence à Valdai, alors qu'en réalité, il était toujours au Kremlin. Voilà. Et je pense qu'ils ont fait cela pour voir comment les Américains réagiraient. Je dis cela parce que j'ai lu les commentaires que l'aide à la politique étrangère de Poutine, Ushakov, a fait ensuite, et il riait presque de l'incident d'une manière que j'ai trouvée très étrange. Je dois dire que cela m'a semblé être un moment de jeter comme s'ils avaient découvert quelque chose, et que Poutine avait ensuite confronté Trump directement en lui disant « Tu sais ce que les Ukrainiens ont fait ?» Et Trump a répondu « Je suis choqué, avant de tout nier. » Je pense que les Russes ont vu clair dans toute l'affaire, comme à travers une vitre. Oui, et ensuite il n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur ami de celui-ci, et qu'il avait une très bonne relation avec celui-là. Il dit ça tout le temps. Oui, je sais, je ne comprends pas. Pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi ne peut-il pas simplement mener une diplomatie honnête? Pourquoi ne peut-il pas simplement faire ça? Eh bien, il ne le peut clairement pas. Je veux dire, comme je l'ai dit, je pense que tu l'as très bien formulé. C'est une très mauvaise personne. Et on ne peut pas s'attendre à ce que des personnes très mauvaises se comportent de cette manière. Je veux dire, il est aussi fondamentalement, et je pense que c'est ce que je dois dire, en tant qu'homme d'État, extrêmement stupide. Je ne dis pas que Trump, en tant que personne, est stupide. Je veux dire, il est très intelligent dans certains domaines et très rusé dans d'autres, des choses de ce genre. Mais il ne comprend pas que ce qu'il fait finit par le détruire lui-même. Cela le rend. Enfin, tu te souviens quand nous avons parlé de la rencontre en Corée du Sud, la récente entre Xi Jinping et Trump, et de la manière extraordinaire dont les deux dirigeants, Poutine et Trump, se comportaient. Trump faisait des courbettes devant Xi, et Xi paraissait, selon moi, froid, glacé, désolé, très discipliné. Il y avait clairement du mépris, c'est mon propre ressenti, du mépris d'un côté et une sorte de peur rampante de l'autre. C'est ainsi que je l'ai perçu, et on peut voir comment cela va évoluer.
ce sera de plus en plus comme ça au fil de l'année. C'est ma propre opinion. Oui, quand il a l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose au cours de sa première année en fonction, il devient de plus en plus agité, je suppose, et ensuite il fait davantage de ce genre de choses scandaleuses. Oui, Très bien. Voyons ce qui va se passer. Il se passe tellement de choses. en effet. Passe une très bonne semaine, Sophia. Nous parlerons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Sophia. Au revoir.